His name is James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. Systems are normal. You guys hearing the song okay up there? James Cameron, explorer of the sea, with a dying thirst to be the first. Could it be? Yeah, it's him, James Cameron. James Cameron doesn't do what James Cameron does for James Cameron. James Cameron does what James Cameron does because James Cameron is James Cameron. His name is James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. Systems are normal. You guys hearing the song okay up there? James Cameron, explorer of the sea, with a dying thirst to be the first. Could it be? Yeah, it's him, James Cameron. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard saison 10 épisode 3. Je suis un raconteur d'histoire et c'est aussi ce dont il s'agit avec l'exploration. Aller dans des endroits où personne n'est jamais allé et revenir pour raconter une histoire encore jamais contée. Big Iron James Cameron. Et oui, effectivement, une citation de James Cameron pour commencer cette émission, car il en sera exclusivement question ce soir, on va dire, à l'occasion de la ressortie dans les salles françaises jeudi dernier 14 septembre de Terminator 2 en 3D, après la conversion qu'a effectuée James Cameron les 2 dernières années. Donc nous allons parler de Terminator 2 bien sûr, Terminator 2 3D et revenir aussi sur le premier Terminator de James Cameron en 84, après Terminator 2 donc en 91. Et pour parler de tout ce joyeux programme autour de cette table, il y a évidemment la fine fleur de la critique rhéno-rennaise avec nous Air Force One. Bonsoir Air Force One. Bonsoir Thomas. Il y a aussi donc l'homme qui est un peu abusé du calva, il y a Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut à tous. De retour dans l'émission, elle n'était pas là la semaine dernière parce qu'elle avait été horrifiée par nos propos de la première émission. Donc il y a Carla. Salut. Et à la technique, bien évidemment, il y a le plus beau technicien de la Terre entière qui s'est rasé. Donc maintenant, pour le coup, on dirait vraiment qu'il a 17 ans. Il y a Gal. Bonsoir. Voilà, donc c'était les forces en présence pour prendre les mots de notre ancien grand timonier. Moi, je ne suis que le moyen timonier apparemment. Et donc tout de suite, nous allons passer à l'agenda. Il n'y a pas de news, de toute façon, tout le monde s'en branle. Il y a eu des gens qui sont morts, tout ça, mais bon... On disait tous les jours des gens qui meurent. Harry Dean Stanton quand même. Oui, mais en même temps il était vieux. Hein, c'est vrai, puis il est clopé comme un barbare. Voilà, c'est quand même la preuve qu'on peut picoler toute sa vie et fumer comme un pompier et mourir à plus de 90 ans. Bref, un espoir pour nous tous ici autour de cette table. Merci Harry Dean. Donc agenda national, qu'est-ce qui sort demain ? Eh bien pas grand-chose, il y a ça de Andy Muschietti, donc nouvelle adaptation de l'énorme pavé de Stephen King, It, après le téléfilm tout chiant et tout pourri avec le formidable par contre Tim Curry début des années 90. Donc à la base, rappelons que c'était Cary Fukunaga qui devait faire le film, donc le directeur de la première saison de True Detective et de Beast of No Nation, mais le pauvre garçon a été viré parce qu'il voulait faire un vrai film de cinéma. Donc on verra bien. On verra bien. Donc. Après, le réalisateur, c'est pas celui qui avait fait Mama qu'on avait chroniqué. Exactement, tout à fait. Produit par Del Toro. Mama, c'était pas mal. C'était pas mal. Ouais, rappelons que Thibaut avait apprécié ce film pour le point t-shirt, parce que Jessica Chastain dans le film portait beaucoup de t-shirts des Misfits à l'effigie de groupes qu'il aimait bien. Donc c'est le point t-shirt de Thibaut, ce qui en général lui fait perdre tout sens critique. Exactement. À propos de gens qui vont perdre des sens critiques, il y en a dans Terminator des t-shirts. Oui, il y a l'un dans l'autre avec Louise Bourgoin et comment il s'appelle l'autre belge Stéphane de Groot. Stéphane de Groot, exactement. Voilà, donc on revient au bon vieux temps. Ne me demandez pas comment dans je me rappelle de français, ce nom. Référence au cinéma américain des années 80, donc où Stéphane de Groot va se retrouver dans le corps de Louise Bourgoin et inversement. Putain, c'est nul. Oui, mais c'est sur ma liste, hein, je verrai bien un jour. Il y a un film qui s'appelle American Assassin, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Avec le titre, tu dis que c'est un peu le retour de Michael Dudikoff, quoi. Ce qui serait bien. Ce qui serait bien dans l'absolu, Ninja Warrior et tout comme ça. C'est le réalisateur qui fait aussi les séries Michael Cuesta.
Quelle Il avait série déjà dû en chroniquer un. Oh, il avait dû être réalisateur sur Breaking Bad. Non, Ah, mais il avait pas fait des petits. Pas des vraies séries. Il avait quoi. fait des films, mais il y a ça fait une Espionnage. dizaine d'années, ça, Cuesta. Ouais, il a fait quelques-uns quand même. Hein. Un truc avec Denzel Washington, il me semble. Oh là là, oh là, donc c'est bien. Signe de qualité Un homme de goût. indubitable. Ouais, je me Sûrement un trompe. film Je me faf. trompe. Mais bon. Voilà, on a bien bossé. Hein. Oui, sinon, donc, il y a un film, le nouveau film de Christian Carion, réalisateur de Joyeux Noël il y a 10 ans, avec notre ami Guillaume Canet qui s'appelle Mon Garçon. Et Mélanie Laurent. Et oh là, Oula, double peine, putain, quoi. combo. Triple peine. Menu best-of. Exactement, cinéma français. Et sinon, donc, je sais que c'est un film pour Erwan parce qu'il adore l'histoire de l'art, il adore les voyages, il adore les îles. Il y a Gauguin, Voyage de Tahiti, avec Vincent Cassel dans le rôle de Paul Gauguin. Voilà, Ça donne envie. ah bah Ça- là, ça tout de vend suite, du rêve. Spécial Gauguin. Ah bah attends, d'abord Paul Gauguin. On peut montrer plein de ses œuvres. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est une spéciale Gauguin sans parler du film. Ah bah ça Pas serait mal. sûrement plus intéressant. Sans doute. Rappelons qu'on n'a toujours pas vu le film aussi où il y avait c'était Cézanne pitié. et moi où Ouais. c'était Cézanne et Renoir. c'était Guillaume Gallienne qui jouait Zola, je crois. Ah oui, non, pas Renoir. Et qui c'est l'autre qui Oh jouait putain. Ouais. Bah, Guillaume pas Canet. Et Guillaume Bizet, Canet, ou un oui, truc. Guillaume Canet. Guillaume Canet, Guillaume toujours dans les Canet, bons ouais. coups. Canet. Guillaume. Ah là là. Ouais. D'ailleurs, Pourquoi on l'a pas vu, hein, en ouais. parlant de nouvelles, j'ai une nouvelle qui peut vous réjouir. Tiens, on mixe avec tout un petit peu les news. Les Petits Mouchoirs 2 est en écriture. Le cinéma français se porte bien. Yeah, on fera l'émission spéciale Guillaume Canet à l'occasion. Oui. Ah Voilà, oui, ça va être rapidement fini Non. du coup en écriture, je pense. Non on amènera un seau de vomi. Donc c'est fini pour l'agenda national, il n'y a rien, vous l'avez bien vu, le cinéma est vraiment à chier. Agenda local demain au Tambour à Rennes 2, soirée Que celui qui n'a jamais péché, 3 petits points. Avec à 18h Le Village du Péché, film du RSC de 1927 de Ivan Pravov et Olga Prebarenskayev. Bref, il n'y a pas de doute, c'est bien des soviétiques. Hein. De quoi ça parle? C'est une excellente question. Je n'ai pas le programme, je n'ai toujours pas trouvé. Et à 20h30, donc, il y a Le Décaméron de Pier Paolo Pasolini. Donc, vous le devinez, c'est une soirée rigolote. Soirée feel good movie. Oh, écoute, c'est pas non plus. Oui, non, c'est pas le salaud. c'est pas le plus le film le plus sale D'ailleurs, de Pierre, Salaud, mais Salaud passera en salle au Diapason. J'ai vu ça aujourd'hui. Au Ah. Cinémaniacs. Il passe quand? Il passe en octobre, je crois, ou novembre. là, pour le coup, apportez vos sacs à vomi. Ouais. Hein. Pour les sorties familiales. du coup. Ouais. Une petite sortie familiale du mardi soir, ça va être pas mal si vous aimez le sang, le caca et la mort. Et le Et cul, Dante. bien sûr. Et le cul, bien sûr. Oui. Sinon, donc, j'avais parlé, je crois, la semaine dernière, du 19 au 28 septembre, il y a la semaine colombienne, dans le cadre de l'année franco-colombienne. Donc, il n'y aura pas de film fun sur Pablo Escobar, mais il y aura plein de films d'auteurs, on va dire, colombiens. Cinéma absolument, en tout cas pour ma part, hein, inconnu dans nos contrées. Donc, Il y avait il y aura notamment des séances à assigner ou alors au Cinéville Ouais, il colombier. y en a que 3 sur Rennes, je crois. Parce que il y avait eu le film colombien du coup qui avait fait pareil lui là, il y a 1 an à peu près, c'est L'étreinte du serpent. Vous vous rappelez pas de ça? Pas du tout. Voilà. Alors, pas du tout. Ok. Donc voilà, si vous voulez découvrir le cinéma, un des cinémas sud-américains totalement inconnus chez nous, à la fois parce qu'ils ont quand même une plus petite production qu'en Amérique du Nord ou en Europe, et surtout qu'ils ne dépassent jamais en général les frontières de leur pays. Voilà, je ne sais pas si vous avez de news, les kids. Pour le Non, coup, écoute, l'étreinte du non. serpent avait pas mal marché. Ouais. Oui, hein, c'est ça. Ouais. Quelle bande de Mais non, cinéphiles. en national, il n'y avait pas un Non. autre truc. Ouais, non, t'as raison. Non, non, j'ai regardé, je me dis même les comédies françaises, d'avoir enseigné à quel point il n'y a pas dire qu'il y a grand-chose. pas grand-chose. Donc voilà. Ah si, il y a un polar français. Mais je l'ai pas vu que Ouais, Revanche. Ouais, mais non, j'ai lâché l'affaire T'as lâché avec les l'affaire, polars français. Hein. Je me l'ai tapé C'est ça que tous je en voulais salle et non, Ok. non, j'ai arrêté après Anti-Gang En tout de cas, Benjamin Rocher. Il a pas l'air de sortir peut-être au CGR, mais Ouais, bon, comme. ouais, bref, voilà quoi. Enfin. Bref, voilà, vous voyez tout ça encore. Un programme super excitant pour les cinéphiles rennais, s'il en reste. Hein. Et donc, on va passer tout de suite à la section critique de cette émission en parlant de gros robots qui vont taper des gens. Et nous, on va essayer de sauver l'humanité après tout ça. Et on écoute une chanson qui, évidemment, n'a rien à voir. Vous êtes bien sur Syllab. En attendant Godard, c'était Bobby Solo, Non c'è più niente da fare. Il n'y a plus rien à faire. J'aurais pas dit mieux. Et il n'y a plus rien à faire. Pourquoi il n'y a plus rien à faire? Car dans Le Monde de 1984, où sortit Terminator de James Cameron, donc effectivement, on peut se dire qu'il n'y a plus rien à faire. Car rappelons que dans ce long métrage, donc le deuxième long métrage de James Cameron, après Piranha 2, hein, une coproduction italienne qui se fait plus ou moins voler par son producteur,
comme ça arrive assez souvent à l'époque avec ces voleurs d'Italiens, on peut le dire. Donc Terminator 2 sort, et qu'est-ce qui se passe dans le monde de Terminator? Donc la pauvre petite serveuse Sarah Connor ne le sait pas encore, mais elle va enfanter du sauveur de l'humanité, car après l'apocalypse de 1997, les machines menées par Skynet ont pris le pouvoir, et les derniers hommes errent dans l'humanité en résistance, et John Connor, donc le fils de Sarah Connor, prend la direction de la résistance pour aller poucaver la gueule à ces sales robots. Mais donc, en 1984, un Terminator robot enveloppé d'une chair synthétique retourne dans le passé pour aller buter Sarah Connor, et Kyle Reese, dans le même temps, humain de la résistance, va aussi là pour aller sauver son petit cul. Et enfanté. Et enfanté, donc, de John Connor. Le film débute le 12 mai 1995, ce qui fait que John Connor est né en 85, et Erwan, comme toi. Exactement. Exactement, qui est notre nouveau sauveur de l'humanité. On n'est pas dans la merde, hein. Un sauveur de l'humanité à Katogan. Très pauvre en plus. Oui, mais bon, dans le futur, de toute façon, il n'y a plus d'argent, donc tout le monde est pauvre. Erwan, où en est-on? Et donc pourquoi reparler de Terminator, à part que c'est un bon film? C'est déjà ce qui ferait beaucoup par rapport à beaucoup de films dont nous traitons dans cette émission. Et donc, je le disais en préambule, Terminator 2 est ressorti dans toutes les salles Gaumont-Pâté de France et de Navarre jeudi dernier pour une séance unique. Donc, avec une conversion 3D orchestrée par James Cameron pendant 2 ans, comme pour la ressortie de Titanic qui avait eu lieu il y a 4 ans. Superbe conversion. Au moins, le bonhomme prend son temps plutôt que de nous sortir un Blu-ray d'Abyss qu'on attend depuis 10 ans. À mon avis, on l'aura après les suites d'Avatar, donc c'est pas pour tout de suite. Et donc, à l'occasion de cette émission, on peut le dire, on avait fait avec nos copains du Cinéma est mort sur Canal B et notre ami Melvin une émission de plus d'1 heure, en tout cas 1 heure diffusable et 1h40 avec les bonus qui se trouvent évidemment sur le site de Canal B. Émission très joyeuse, très sympathique, légèrement alcoolisée et enfumée, que donc vous pourrez bien évidemment écouter sur le site de Canal B. Donc voilà, à partir de là, c'est vrai qu'il y avait Air Force One et moi qui avions été invités parce qu'on était à la séance, car nous sommes des gens qui voyons les films en salle, hein, pas comme les autres là, qui ne font pas leur travail, alors que nous, Erwan, nous avons une vraie exigence critique, on peut le dire. Peut-être rien d'autre à foutre un jeudi soir que ça. Oui aussi. Et si, évidemment, puisqu'on va au cinéma, c'est vraiment qu'on a que ça à foutre. Hein. C'est vrai. Donc voilà, on a fait une petite heure d'émission. C'est vrai qu'on avait quand même pas mal blablaté. On a défriché pas mal de sujets, comme on a vu le film, le rapport avec le premier. Mais nous, donc, on va essayer de pousser la réflexion plutôt que cette bande d'alcooliques avec qui on était. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions, parfois des réserves, notamment de la part de notre ami Melvin. Et de moi, en fait. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de réserves sur le 2 qui, effectivement, était à l'époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma, puisqu'il a coûté 100 millions de patates US, ce qui est extrêmement cher. Maintenant, c'est un peu la moyenne des blockbusters. Basse maintenant. Moyenne basse, mais maintenant, c'est, en tout cas à l'époque, c'était vraiment extrêmement cher. Et c'est un film qu'on appelle un game changer. Comme tous les films de Cameron, quasiment à partir de ce moment-là, en tout cas Terminator, Titanic et Avatar ont été des game changers dans l'industrie du spectacle hollywoodien, dirons-nous, surtout du spectacle pyrotechnique, car c'était pas le premier, mais un des premiers longs métrages à vraiment mettre en image et à utiliser de manière spectaculaire des images de synthèse. Ce sont des choses qui avaient déjà été faites dans des productions de George Lucas. Comme Willow, par exemple, c'était pas de l'image de synthèse, mais c'était les premiers procédés de morphing, ou dans le Young Sherlock Holmes de Chris Columbus, qui a été produit par Spielberg, tout ça, où il y avait pareil un personnage qui sortait d'un vitrail en animation pour aller se combattre contre Sherlock Holmes, tout ça. Et dans Abyss. Et dans Abyss aussi, en 88, qui était le précédent long métrage de James Cameron, hein, donc un cinéaste qui, comme Simon Lejeune, adore l'eau, et qui donc est l'élément marin. Et donc là, il y avait effectivement un élément marin, on va dire une forme de vie non humaine qui était fait entièrement en image de synthèse, pour peut-être une des séquences les plus impressionnantes du film, en tout cas les plus marquantes. Car James Cameron... Élément que reproduit James Cameron numériquement dans Terminator 2 avec dans le Terminator T-1000. 2 avec le T-1000, donc qui est le personnage joué par Robert Patrick. Car, on va y revenir je pense, mais James Cameron est un des rares cinéastes, en tout cas encore vivant, à être à la fois metteur en scène, scénariste et surtout un technicien, voire un techniciste assez hors pair, quelqu'un qui cherche toujours, pas forcément à pousser la narration, en tout cas à raconter des films de manière différente, mais en tout cas il pousse le médium à aller vers de nouvelles technologies, de nouvelles manières de mettre en scène des histoires, de nouvelles manières de montrer des éléments spectaculaires, en utilisant donc toutes les ressources à sa disposition. Et questionner le support. En l'occurrence, c'est vrai que Terminator 2 est un peu un genre de best-of, parce qu'il y aura à la fois des effets classiques, enfin de destruction de maquettes, des animatroniques, des maquillages et des effets numériques utilisés avec parcimonie pour le personnage du T-1000, pour justement montrer une genre de nouvelle menace, entre guillemets, que certains pourraient voir comme la menace du numérique sur le monde du cinéma, tout ça.
Mais c'est vrai que c'est d'un point de vue théorique, on y reviendra une fois de plus, je pense que c'est un élément intéressant de Terminator 2 par rapport au premier Terminator, qui donc était un film à tout petit budget, 6 millions de dollars, extrêmement ramassé, très sec, assez ancré dans son époque en termes d'esthétique, notamment en termes de coiffure par exemple, ou en termes de musique de Brad Fiedel qui est absolument à chier, mais et surtout qu'il y avait un certain nihilisme qui commençait à poindre chez certains cinéastes dans les années Reagan. C'est un film vraiment sombre où pour le coup on ne voit pas vraiment d'échappatoire, même si il est supposé avoir entre guillemets un happy end à la fin de Terminator. Oui, Thibaut. là, le happy end est somme toute très relatif, mais c'est vrai qu'en termes d'esthétique, on peut souvenir, moi ça fait assez longtemps, mais j'ai un souvenir d'une scène sous un tunnel, et la photo en fait en général était vraiment, on est sur du crépusculaire à limite. Qui est le même mais en même chef-op temps, dans les deux films, dans les deux Terminator. mais en même temps c'est crépusculaire, mais en même temps il y a ce côté un petit peu 80, flashy néon et tout ça, mais c'est vrai qu'après il y a le point moumoute qui est complètement qui est assez délirant. Ça c'est l'époque quoi. en même temps. Mais c'est vrai, alors c'est bizarre que en fait James Cameron est un cinéaste pleinement humaniste. Tous ses films en fait d'un humanisme naïf quand même, dirons-nous. Oui, mais après c'est ça, quand tu disais qu'il révolutionne en termes de game changer, c'est vrai qu'il ne révolutionne aucunement en fait c'est en termes de production surtout qui révolutionne le truc. Parce qu'on est toujours sur une naïveté, sur une séparation, et tout le film va servir à résoudre en fait cette séparation. En gros, on en est à peu près là, quoi. James Cameron, comme tous les grands cinéastes, fait toujours le même film. Et là, du coup, Zack Snyder, par exemple. Oui, après, c'est vrai que bon. Mais c'est vrai que là, ce final, le final de Terminator, peut-être parce que c'est son, on va dire, premier film, on va peut-être zapper Piranha, les Piranha volants, je sais pas quoi. Piranha 2, Piranha volant. Il y a un montage, par James Cameron parce que la nuit, il partait dans le studio pour remonter sa propre version du film qui fait 2 heures de plus. C'est assez chiant quand même. Ça sauve pas du marasme. Mais c'est vrai que peut-être qu'après, là, alors du coup, il est encore un petit peu jeune. Ça reste quand même. Il était jeune cinéaste, et c'est vrai qu'il était peut-être moins. Pas naïf, mais il avait peut-être moins foi en l'humanité, disons, que dans Terminator, c'est vrai. Puisque c'est intéressant avec le premier Terminator, donc c'est Cameron, comme beaucoup de cinéastes depuis 40 ans, c'est quelqu'un qui a été formé à l'école de Roger Corman, donc apprendre à se démerder avec des bouts de ficelle, avec 3 acteurs à chier, avec un bout de carton, c'est un peu le MacGyver du cinéma, quoi, si tu veux, Roger Corman. Et après, il a commencé donc à bosser dans des effets spéciaux, notamment sur les matte paintings de New York 97 de Big John, à fin des années 70, tout ça. Donc c'est vraiment un mec qui a appris à la dure, à bosser sur des productions lamentables où il y avait à peine de la thune pour bouffer un sandwich. Et c'est des trucs dont il se souvient à bon escient pour tourner le premier Terminator, qui, quand même, pour un film de 6 millions de dollars avec autant d'effets spéciaux mécaniques, des scènes de poursuite, un film comme assez long, il fait 1h50, c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire avec un budget aussi serré, quoi. Ouais, carrément. Et puis, c'est vrai, oui, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Non, c'est vrai qu'il y a une vision par rapport à un tel budget, mais je sais plus, j'ai complètement zappé de ce que je voulais dire, en fait. Bravo, merci Thibaut. Allez, hop. Non, sur on en a parlé dans l'émission, du coup, avec le cinéma est mort. C'est quand même la question du blockbuster, on avait juste amorcé ça, et c'est vrai que la question de changer le jeu, vraiment la donne à chaque fois, et dans le contexte, ce qui est quand même fou, c'est de se dire que ça m'a vraiment frappé en le revoyant et en le découvrant en salle. Bon, avec la 3D, on en parlera peut-être un peu après de la 3D, mais c'est que dans le contexte, McTiernan fait Piège de cristal, donc, et un peu plus tôt, c'est 88 Piège de cristal. C'est vraiment dans cette fin 80, début 90, tu vois, que je dis ça, mais c'est surtout par rapport à ce qui va venir après sur le cinéma d'action. Puisque c'est quand même aussi ça, c'est un actionneur, enfin c'est vraiment quelqu'un qui fait le cinéma. Beaucoup plus que dans le premier, pour le coup, c'est vraiment un film d'action et de SF. Et c'est comment il met en place, on va dire, c'est pratiquement une matrice esthétique du cinéma d'action pour 15 ans quasiment. C'est-à-dire qu'il y a Terminator 2, il y a Une journée en enfer, il y a des jalons comme ça dans l'histoire du cinéma d'action américain, de l'urbain, de la poursuite. Surtout que c'est vrai, c'était vraiment des motifs. Et c'est fou même de voir comment Terminator 2 et l'univers de James Cameron, par exemple, et ça m'a vraiment frappé en le voyant jeudi, c'est infuser tout le cinéma des Wachowski. Les Matrix, ça vient de là. Ouais, et d'un côté, je me demande, est-ce que Cameron a... J'ai jamais lu un papier dessus. Est-ce que Cameron a vu Akira aussi. Hein.
Ça, Oui. c'est un fan Alors de ça, Japanime, on va c'est un parler. fan d'Otomo. Il voulait produire Steamboy à une époque. Mais est-ce que il paye un petit peu son tribut à un cinéaste comme William Friedkin, par exemple Je suis pas en termes sûr de parce politique que parce que par exemple, j'ai jamais entendu parler de ça et j'ai jamais lu de papier qui faisait le parallèle en fait entre Friedkin et Cameron. Non, parce que de toute façon, pas Friedkin, Cameron, il a beaucoup parlé, c'est deux grosses références, en tout cas en termes de cinéma, c'est 2001 de Kubrick et c'est Mad Max 2 de George Miller. C'est vraiment ce genre de cinéaste à la fois démiurge sur un plateau, hyper intellectualisant, des mecs qui savent où y aller, qui savent tout ce qu'ils veulent, qui savent mieux faire que tout le reste de l'équipe comment bosser. Et extrêmement précis, extrêmement écrit, et sur le côté Miller, pour le coup c'est clair, c'est vraiment le côté film d'action, la poursuite, après il est moins nihiliste que, enfin pas entre guillemets nihiliste que les équipes de George Miller sur Mad Max 1 ou 2. Oui, c'est pas la même, mais c'est pas la même finalité. De toute façon, c'est ce que dit Thibaut, je trouve assez juste, c'est-à-dire que le rapport à Friedkin, on peut même le voir sur 3 séquences tournées à 30 voire 40 ans d'écart. On pense à des poursuites à Los Angeles, Police fédérale Los Angeles, du coup de Friedkin, en 85. Terminator 2, du coup de James Cameron, et d'une manière complètement postmoderne, contemplative, ce qu'on veut, ce que peut faire FN avec Drive. Ouais, exactement. C'est vraiment 3... De toute façon, avec Terminator, Carla. c'est quand même assez symptomatique d'un truc qui va arriver aux images et aux films d'action dans les années à venir. Quoi. Complètement. Ça marque une date, je pense, malgré la petite production du Terminator 1. Exactement. Donc c'est intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on parle de Game Changer, c'est à la fois en termes esthétiques, mais dans le cadre du blockbuster ricain. Ouais. Plus que dans un cinéma, on va dire, international, on va dire, c'est vraiment le Game Changer du cinéma américain en termes de prod, en termes de budget, en termes de fabrication et en termes d'utilisation des effets spéciaux numériques. Où ILM commençait vraiment à défoncer tout le monde. Il avait déjà fait avec les Gardes des Étoiles, autre truc comme ça. Après une décennie d'expérimentation dans les années 80, coup sur coup, quasiment en 2 ans, ils font donc Terminator 2 et Jurassic Park de Spielberg, qui pour le coup avait vraiment marqué une sorte de coup d'arrêt aux effets spéciaux traditionnels, en tout cas sur des techniques d'animation pour des gros monstres comme ça qui étaient faits en image par image ou bien en surimpression. Je crois que dans le contexte, on dit souvent que c'est le Dracula de Coppola qui est le dernier complètement analogique, etc. Voilà, c'est ça, parce que c'était de toute façon le fantasme de Coppola de faire une grosse production comme à l'ancienne dans les années 30-40, et à la fois en termes visuels, en termes de fabrication. Sur la question du cinéma d'action, Cameron tourne le film en 90, et c'est peut-être l'un des derniers cinéastes américains à ce moment-là qui n'a pas non plus l'influence véritable, puisque c'est 90, le temps qu'arrive aux États-Unis et en Europe toute la production hongkongaise. C'est le moment, à mon avis. On est aussi parce que pour John Woo, Choi Ark, c'est pas tout à fait. Non, parce que Tarantino les découvre à ce moment-là, 91-92 quoi. Non, mais avant de faire, c'est vrai que pour le coup, le cinéma de Cameron, il est irrigué par la Japanimation, qui sont les choses qui sont arrivées un peu avant aux États-Unis, mais toute la production de la nouvelle vague hongkongaise des années 80, les John ou les Johnito, c'est en tout cas, c'est pas, même s'il a pu les voir, peut-être, c'est pas du tout la film workshop, des films dont il est influencé, non. à la fois en termes visuels, en termes narratifs, c'est pas du tout, et en termes de propos, par exemple, il est très loin d'un Choi Ark et de sa violence sociale. Parce que Cameron, on peut dire oui, qu'il fait des films politiques, parce qu'il est contre le nucléaire et blablabla, il vive l'amour et tout. Mais pour le coup, moi j'aime bien Cameron, mais en termes de discours, c'est pas du tout le mec le plus subtil du monde, quoi. Surtout dans Terminator ou dans Abyss, c'est vraiment la grosse cavalerie. C'est vrai que regarde, la première division des sentiments on va qui pas se ramène. tout le monde l'a chopé, mais les initiales de John Connor, voilà, merci, merci Jim. Jésus-Christ. Mais bon. Putain ou James Cameron, je ne sais pas. Là-dessus, c'est pareil. C'est vrai. Si on pousse le plus loin, si on pousse même un peu plus loin les choses, c'est-à-dire que il y avait un dictionnaire qui était sorti il y a plusieurs années sur la ville au cinéma, qui était hyper intéressant. Il y a des articles de Jean-Baptiste Auré sur la question de la poursuite, sur ce genre de choses. Et on peut même, c'est quand même quelque chose de matrice dans le cinéma américain, la question de la poursuite, dans le western, la question du road movie, de la frontière, etc. La question de la poursuite, souvent ici. C'est dès le début du cinéma quasiment. Les films de gag ou des flics pour sauver des truands. Après, ça va être avec des chevaux, ça va être avec des bagnoles. Des années 30 aux années 70, etc. Enfin, et là, ce que fait aussi Cameron, c'est d'amener ces formes-là traditionnelles du cinéma américain sur un terrain qui, moi, me fait aussi avoir des réserves finalement après avoir revu du coup et découvrir en salle le coup Terminator 2 mais là en 3D, c'est que ça passe par le point de vue de ce John Connor adolescent, donc quelque chose qui serait aussi de l'ordre d'MTV, de ce t-shirt Public Enemy, de ce côté
postmoderne quand même, quoi. Il y a Bah, ce de toute côté-là façon- où la violence, elle est à la fois très réaliste et en même temps déréalisée. La valeur humaine, le gamin l'enseigne au T800 à Arnold Bah, Schwarzenegger. c'est vrai que pour le coup, ce- ça prendrait un peu le contre-pied, voire l'inverse du premier Terminator, qui est un film graphiquement violent, c'est assez gore, c'est vraiment sec. Et effectivement, le fait qu'on passe du point de vue d'un gamin, ça déréalise entre guillemets toute la violence qu'on les peut jeux avoir du d'arcade, film, les jeux etc. d'arcade, Parce que- même si ponctuellement, par le biais du personnage de Sarah Connor, cette violence-là devient beaucoup plus concrète, notamment avec son Bah, c'est le rêve trauma, quoi. de C'est la l'apocalypse, ce trauma qui est une des séquences les plus impressionnantes du film et les plus Il y a ce fortes en trauma-là, termes et puis il y a visuels. une violence Thibaut. aussi, il y a une violence aussi familiale. Mais c'est vrai que par rapport à ça, on peut se demander si Terminator 2 n'a pas été sacrifié un petit peu sur l'autel du cool. Cameron est conscient de son époque, il sait ce qui va plaire. Et là, tu te dis 92, enfin, tu vois, c'est con, mais. Mais c'est comme Spielberg, début années 90, et de toute façon, c'est le mec qui a. Tu vois, c'est le mec qui a eu- Nirvana, c'est le ça vient mec d'arriver. Enfin, ce mec qui a la plus grande conscience du Nevermind vient d'arriver, public, et tout ça. c'est pareil. Spielberg, années 90, il se met à faire des films de démocrates, quoi. Soit il fait des gros blockbusters dont il n'a quasiment rien à péter, comme les Jurassic Park ou des trucs comme ça. Soit il fait ses grands films d'époque, il fait la liste de Schindler, après il fera Amistad, tout ça, où tu sens qu'il a un peu lâché la pédale du divertissement vraiment cool. Enfin, les films de divertissement, c'est vraiment le truc qui l'intéresse le moins, et il quitte ce côté grand public pour aller vers ses... Et en même temps, on est c'est sur une une- famille qui est hors société. Bah John oui, Connor ouais. et Sarah Connor sont quasiment des parias. des C'est gens qui des sont dans le marginaux, maquis. des Enfin, il y a schlags. vraiment cette idée de résistance quand même. Des outsiders, enfin, même plus que des outsiders, en fait. Ouais, ouais. Et qui savent très bien qu'il n'y aura pas d'avenir. Carla. 97, c'est la fin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi un film qui se situe à l'époque du surdéveloppement technologique, donc avec les machines, mais aussi c'est aussi un Apple. film sur le plaisir individuel, donc genre la nana dans le premier avec la copine de Sarah Connor, Ginger, avec son Walkman, John Connor avec les jeux vidéo, et d'un coup le Terminator, et il arrive pour ébranler tout ce conditionnement alors que lui-même est conditionné. Il y a un discours qui se crée finalement dans ce film, Ouais, plutôt complètement. que quelque chose vraiment de narratif, en tout cas à mon sens. Bah, c'est Ouais. ça qui est passionnant. C'est toujours chez lui aussi comment il y a cette narration un peu cadenassée, verrouillée, et en même temps en dehors de créer véritablement des débordements, des images, des abstractions. Enfin, vraiment, Ouais, il crée une forme. créer une forme autre, quoi. Ça, c'est vrai que c'est passionnant chez lui. Après, il y a un truc qui est vraiment Ouais. cool dans les Terminator, c'est que, donc, c'est hyper quand on fait un film sur le voyage dans le temps, ça c'était Antonin, le docteur C'est Moreau. qui dit casse-gueule. ça. de toute C'est façon, hyper toujours casse-gueule. casse-gueule. C'est, De toute façon, il y a plein d'incohérences dans les deux films. hein. oui, bon après on n'en veut pas, tu vois, sur la valeur scientifique de tout ça. Mais en fait, il y a un truc qui est extrêmement intéressant en termes de générosité pour le spectateur. Donc au-delà des méga putains de poursuites, des camions qui pètent, enfin c'est beaucoup. On va l'avouer, c'est beaucoup trop cool quand même. Bah, c'est trop bien, de toute façon, les camions. Mais il y a un truc aussi tu veux faire. pour le spectateur, c'est cette notion, en fait, c'est cette ellipse qui a lieu en fait au sein même des films entre ce présent et le futur bousillé en fait par En Skynet. 2029. Donc t'as un laps de temps qui est là et absolument splendide en termes de hors-champ et de fantasme pour le spectateur. Tout à fait. Et on sait très bien que Cameron est un cinéaste donc généreux parce qu'il fait péter le budget et parce que voilà, du coup On dit jouissif et généreux. jouissif et généreux, exactement. Et là, du coup, on se dit, mais en fait, on a une jouissance, on va dire, matérielle, technique, et en même temps, une jouissance, on va dire, pas narrative, mais si, j'ai envie de dire narrative. Du hors-champ. Voilà. Mais non, mais c'est quelque chose d'assez vertigineux quand il pense, en fait, où t'as tout un laps de temps où on sait pas trop ce qui s'est passé, même si bon on comprend que bon c'était quand même un peu la mierda, mais non mais il y a ce côté-là, ce hors champ là est absolument fascinant. Et ça se retrouve même dans les Forcément. conditions matérielles de comment vivent surtout John Connor puis Sarah, donc qui va sortir de l'asile, et c'est ce que lui a appris Sarah guérilla. à John, c'est une sorte de guérilla, et c'est surtout on n'a pas besoin de ramener, on doit pouvoir partir en 2 minutes de chez soi C'est parce hit. qu'on est C'est on the hit, edge. ouais. Ah, c'est comme ça, c'est tac, on part et on laisse tout derrière. Donc c'est aussi une vie qui n'est pas véritablement... Et ce qui est intéressant L'American justement way of avec life, le quoi. personnage du Terminator, c'est qu'il représente une sorte un peu d'allégorie cinématographique qui fait qu'il peut effectuer des sauts dans le temps, revenir, un peu comme le cinéma finalement avec les ellipses, et qui conditionne du coup les autres personnages à devoir réagir en fonction. Carrément. Après, c'est vrai que sur cette notion d'outsider, la première apparition de Robert Patrick avec en flic avec
Ouais. avec le slogan de la police de Los Angeles. To protect and to serve. Voilà, donc il y a le côté un petit peu ironique, même si c'est de l'ironie facile, mais bon, on est chez Cameron, on sait qu'il y a une Puis certaine c'est toujours bien de faire un facilité. méchant, de faire d'un flic un méchant, ça marche Ouais, toujours. Hein. c'est vrai que ça marche toujours. On a été limite. Alors, quel rapport il a avec William Lustig et les Maniac Cop? Non, là-dessus, c'est le. Mais on peut peut-être juste parler de la 3D après. Après, donc D'accord. vous l'avez compris, Thibaut en parlait, c'est un film qui sacrifie peut-être le sens de l'horreur sur l'autel du cool, alors que pourtant le Terminator pense qu'il est méchant jusqu'à l'os. En attendant Godard sur Stylab, et donc c'était George Thorogood and the Destroyers avec leur méga tube Bad to the Bone, car Bad to the Bone est utilisé au début de Terminator 2 lorsque notre ami Schwarzenegger entre dans un bar de bikers, parce que James Cameron adore les bikers et les motards. Et Comme donc il demande à récupérer les vêtements, les bottes et la moto d'un margoulin à grosse barbe. Ce dernier refuse, donc il lui pète la gueule. À ce moment-là du film, on se dit peut-être qu'il est encore méchant finalement, parce que justement il est Bad to the Bone. Il est Bad to the Bone, mais par exemple Thibaut en parlait avant l'émission, langue à fourcher. Effectivement, il joue déjà le mec trop cool avec la scène des lunettes qui prend un autre Marlou qui veut le défoncer. Il se retourne, il monte sur sa moto, il se retourne, il prend les lunettes du mec et il les met. Et là, effectivement, il est trop cool. Et donc le Terminator bascule dans une autre dimension qui n'est plus la dimension horrifique du premier long métrage de 84, mais dans une dimension du blockbuster cool, qui était déjà une notion qui existait dans les années 80, parce que rappelons que Cameron a écrit Rambo 2, La Mission, C'est vrai. avec Sly. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Intéressant. Où il fait péter une cascade. Voilà. Ça, c'est quand même. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Non. Mais qui donc, oui, effectivement, t'en parlais, ça annonce la nouvelle donne du blockbuster ricain des années 90, où le film d'action était déjà une notion qui existe, on va dire, depuis le début, le mi-temps des années 80, comme on dit. Mais Oui, là, c'est un truc qui va... En tant que genre, véritablement. qui va systématiser et qui va peu à peu contaminer tous les genres. Donc ça sera plus seulement réservé, on va dire, aux films de guerre ou bien aux films d'aventure, mais ça va irriguer le polar, ça va irriguer la comédie romantique. On aura des comédies romantiques d'action, tout C'est ça. quand même la dilatation d'une séquence qui n'est plus véritablement... c'est la dilatation de la séquence de poursuite. Véritablement, quoi. C'est vraiment ce schème-là qui... Le principe, normalement, du film d'action, en tout cas, c'est quelque chose que quelqu'un comme Jean McTiernan a très bien fait dans ses films, c'est-à-dire que la narration, du coup, ne passe plus par des dialogues, mais passe par les scènes d'action. Et c'est un truc que fait déjà Cameron, on en parlait avec Antonin Etienne dans le premier Terminator, c'est que pendant les scènes de poursuite, Kyle Reese explique tout le futur à Sarah Connor, plutôt que de faire une pause où sera genre un film avec Morgan Freeman, où le mec explique, voilà ce qui se passe dans le futur, voilà ce qui s'est passé avant, et gna gna gna. Là, pour le coup, c'est dans le mouvement, ce qui, du coup, effectivement, rend le film beaucoup plus ludique et jamais chiant. Parce que le premier Terminator, c'est ahurissant, ça ne débande strictement quasiment jamais, à part une scène de repos à l'hôtel pour les deux personnages, Kyle Reese et Sarah Connor, le film débourre tout le temps, quoi. En même temps, ça aurait pas eu de sens qu'ils s'arrêtent pour lui expliquer, ils ont pas le temps. Oui, mais dans la majorité, oui, mais justement, dans la majorité des films hollywoodiens, on a ces moments de pause à chaque fois où les gens, plutôt que de faire des films de baboulade, les mecs s'arrêtent pour parler et pour expliquer la psychologie des personnages, qui du coup est un truc qu'on se tape strictement partout dans tous les blockbusters ricains depuis plus de 15 ans maintenant, depuis la Chienlit Pierre des Caraïbes, qui pour le coup a été dans son genre un genre de game changer aussi, ou en tout cas un film qui a marqué un genre de bascule, où justement là il y avait les comics avant, là on part sur des parcs d'attractions pour adapter des films. La psychologie aussi est une notion, on va dire, abstraite ou bien aléatoire dans ces films-là. On se met à faire des films qui nivellent par le bas. Je pense que le jalon d'après, d'aller vraiment très très loin en termes pyrotechniques, de ce qu'il y a, on va dire, du rapport à l'histoire, du rapport à cet apocalypse, etc., et du spectacle, véritablement, le prochain game changer après Terminator 2, si on veut, pour aller très vite, c'est quand même les Matrix. Je pense, vraiment. C'est au sens où les Wachowski amènent avec eux une culture encore plus digéré, quelque chose de beaucoup plus large, international, avec à la fois la japanime, encore une fois, ça peut être la bande dessinée, ça peut être des lectures, c'est Gibbons. Il faut juste regarder, est-ce que de ces films-là, il en ressort des images iconiques? La réponse est oui. Ah oui, et puis il y a vraiment des plans de Terminator 2 qu'on retrouve, je trouve. L'arrivée donc dans les bureaux de Cyberdyne à la fin de Terminator 2, dans le hall, c'est dans Matrix.
l'arrivée aussi vers la fin dans le hall où ils doivent récupérer Morpheus, etc. Enfin, il y a tout ça, je trouve, en jeu. Moins effectivement la question numérique qui est arrivée pour les Wachowski fin des années 90. Pas encore là, même s'il y a des moments étonnants avec la 3D, parce que elle est vraiment... elle est comme d'habitude chez Cameron, c'est-à-dire qu'il travaille... Active. C'est ça, c'est-à-dire on n'est pas sur de l'attractionnel, etc. La question de l'immersion, mais à la limite... Ce qui est un peu dommageable, je trouve, facile quand même, de dire parce ça, que mais- c'est des choses qu'il pourrait très bien faire. Par exemple, pour Avatar, c'est un truc qu'il a fait, justement, ce procédé attractionnel, où en termes de 3D, tu voyais plus directement, en tout cas, ce qu'il voulait faire, et les trucs cool et fun que tu peux faire avec ça. Pour moi, le mec a vraiment réussi à faire à s'emparer de la 3D, c'était Sam Raimi avec son Oz, où pour le coup il avait à la fois toute sa mise en scène, on va dire entre guillemets classique, à la fois cartoonesque en même temps Film plutôt sous-estimé, plutôt d'ailleurs. classique dans des scènes de dialogue, mais surtout tout le procédé attractionnel, le procédé de foire en fait de la 3D. Et c'est un film effectivement qui est totalement passé à l'as, que quasiment personne n'a vu, mais c'était vraiment intéressant. Il avait capté tout l'intérêt du truc, quoi. Et là où il est très fort avec la 3D, là, et ce que son équipe a réussi à faire, c'est donc de mettre actualisé, si on veut, Terminator 2 pour aujourd'hui, en gardant, on va pas dire que le film est transformé, c'est pas non plus genre Il Lucas, hein. a fait quelques modifications quand même numériques. pour que- Ça, il a remplacé les doublures numériques de Schwarzy. C'est vrai que se grillait de la VHS, Ouais, que bah c'était oui, Police Photo. Il a effacé les couilles de Robert Patrick au début du film, ou bien ce genre de choses, quoi. Mais Mais sur- qui sont du coup, comme pour Lucas, sont amenés à être les versions qui sont les seules à être exploitées maintenant. Ouais, c'est ça. Mais là où on retrouve encore, je trouve avec lui, l'émerveillement de la 3D quand on est en salle, dans son cinéma à Cameron, c'est ce que, je sais pas, c'est des souvenirs qu'on gardera, je pense, toute une vie. Je me rappellerai toujours le début d'Avatar, par exemple, en 3D, notamment sur vraiment l'étagement, la profondeur, les La bulle particules. d'eau. Oui, c'est ça, c'est vraiment le relief, qu'est-ce que ça peut produire. Et quelque chose qui fait dès le début de Terminator 2 là, en 3D, c'est la surimpression. Et notamment dans la scène du début d'Apocalypse, il y a le visage du Terminator en surimpression. Et c'est vrai que l'effet 3D là-dessus est en volume. Mais c'est surtout que là hyper où je trouve le impressionnant. plus impressionnant, c'est comme pour Titanic, c'est pas sur les scènes spectaculaires où le truc te saute le plus aux yeux, mais Non. c'est vraiment dans les scènes intimistes. Les scènes entre John Connor et sa mère après qu'il tente de buter Dyson, par exemple, c'est là où tu as vraiment, où pour le coup, l'impact émotionnel est pas forcément décuplé, mais en tout cas, t'as un truc de mise en scène où tu vois vraiment où il veut en venir. Bah, c'est l'étagement et la profondeur. C'est-à-dire que du coup, ce que lui avait déjà mis comme information dans sa scénographie, dans son cadre, se retrouve encore plus étiré et tu vois encore mieux les rapports à l'intérieur d'un cadre avec le relief. Et là où je trouve le plus fascinant, et ce qui me s'est vraiment frappé, c'est sur la question des surfaces réfléchissantes, que ce soit les lunettes, que ce soit Les miroirs. les fenêtres, etc. Notamment dans la séquence où son psychiatre ou son psychologue Sarah Connor, qui se fait très malmener, et lui montre en fait une de ses crises en vidéo. Et c'est fou de retrouver ces images-là qui étaient analogiques à l'époque, et le numérique. Enfin, voilà, c'est hyper en 3D, ça rejoue encore quelque chose, quoi. Et donc, si on veut vraiment glisser vers le terrain théorique, on parlait de la 3D, enfin tout, non. La 3D et du numérique, comment ça a changé. Effectivement, le perso du T-1000 est en termes théoriques, on va dire, extrêmement intéressant parce que c'est le plus déshumanisé et pourtant c'est... J'en parlais au cinéma et mort, c'est le personnage qui a l'air d'être le plus conscient justement d'être dans un film, et ce qui du coup je trouve rend le personnage assez raté parce que c'est un personnage qui est tellement conscient d'être dans un film et d'être dans un film cool qu'il se met à faire des blagues, ce qui est totalement antinomique avec le fait que ce soit quand même un robot tueur qui normalement a aucune émotion et se met pas à comme le désinguer les gens. T800 qui doit apprendre. Voilà, c'est ça. Lui en fait peut apprendre, directement il fait des vannes, il fait un petit non à Sarah Connor avec son doigt ou bien ce genre de choses qui sont le truc que je trouve vraiment dommageable parce que ça devrait vraiment, comme le premier Terminator, la figure de la mort ultime, un genre de putain de golem qui va aller défoncer la gueule des mecs et rien à foutre, alors qu'en fait finalement t'as l'impression qu'il est quand même un peu pépère des fois, quoi. Et du coup ce T-1000 c'est quand même la question de tous les états de la matière, c'est aussi ce qui intéresse Cameron, c'est-à-dire vraiment le chaud, le froid, le glacial, etc. Enfin l'état gazeux, tous ces états par lesquels passe le T-1000, notamment vers quasiment sa destruction ou pas vers la fin du film. Ouais, vers la fin du film, parce qu'en grosso modo il a 2 morts, quoi. Carla. Alors que dans le 3, comment on appelle ça, la Terminatrix. La Terminatrix, qui est pas de Cameron, hein, c'est un film de Jonathan Mostow. Ouais. Elle, contrairement au T-1000, pourtant c'est le prototype au-dessus, c'est ça? Ouais. Elle est toujours en ligne droite, quoi. Enfin, elle suit une trajectoire, contrairement au T-1000, peut-être qui lui compose... avec l'environnement. Voilà. C'est... Ah ouais. Ah non, complètement. Thibaut? Non. D'abord, je sais pas, tu voulais parler. Non. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, moi, je l'ai pas vu du coup en 3D, mais voir
Il n'y a pas une plus-value énorme quand même en 3D. Ouais, par ça m'a rapport pas- à- Au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu. Par On est rapport à moins celle de surpris, en fait. Titanic, celle de Titanic reste quand même au-dessus. Ouais, trouve. là pour le coup, Je ça m'a trouve, ouais. pas sauté aux yeux, quoi. Non, Alors non. Vraiment, là, quasiment une moitié. Après, on fait moins. Mais c'est toujours intéressant aussi. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est une 3D qui n'est pas conçue pour faire 3D, mais fait partie du film, en fait, quoi. On est quand même sur. On ne fait plus attention à. Mais après nous, c'est vrai que pendant la la transparence séance, de la 3D, quoi. Pour la séance déjà, c'était bizarre. J'ai jamais vu une salle de cinéma où je connaissais autant de monde, et surtout où la moyenne d'âge, il y a même qui avait minimum 28-30 ans, quoi. Donc Oui, il y a vraiment très peu de jeunes. Du coup, c'est probablement un film qu'on avait tous déjà vu au moins, Ouais, voilà. au moins Après, 10-15 le fois. truc- Du coup, en fait, l'effet de surprise et l'effet d'immersion que tu pourras avoir si tu découvres le film en 3D est carrément amoindri par ça, par le fait que de toute façon, c'est un film qu'on a tous vu un milliard Après, de fois. on disait là, on émet quelques réserves, je mets tout ça entre guillemets, Oui. On a discuté, sur T2, mais ça reste quand même un putain de film générationnel. Ah bah oui. Oui. Pour nos âges, enfin, je veux dire, on l'a tous découvert, peut-être pas au cinéma, on était peut-être un peu jeunes, mais j'étais pas. en VHS. J'étais pas né. J'étais Moi, en pas née. VHS. Là, j'ai pas vu. Bah, toi, tu l'as vu en salle, Thibaut? Non, moi je l'ai vu en VHS. Ouais, à l'époque, Pareil, il y avait autre chose à pareil. faire. hein. Non, Mais pareil, tu vois, direct, je l'ai vu, j'avais 11-12 ans, et Pareil. pim, après je suis allé m'acheter un magazine où il y avait une affiche de Terminator. Enfin, le truc a nourri, on va dire, une cinéphilie populaire de toute une génération, des 28-40, on va dire, pour faire bien large. Mais c'est pour ça, du coup, en fait, je sais pas ce qui resterait du film pour, entre guillemets, des jeunes générations ou des gens plus jeunes ou même plus vieux qui auraient pu le découvrir à l'époque. Parce que j'ai pas l'impression que maintenant ce soit un film qui soit si pris tant que ça en référence ou quoi que ce soit. Enfin, Cameron l'est toujours par plusieurs C'est ça, biais, en fait, par son biais techniciste, par son biais de réalisateur des murs, par le fait qu'il a fait quand même plein de putains de films, quoi. Mais même dans l'industrie, de toute façon, c'est un mec qui est rarement pris en exemple parce qu'il est tellement casse-couille que les gens ne veulent pas dire que c'est James Cameron leur modèle, quoi. Et donc, Non, du coup, je vois pas trop, c'est pas vrai la, que si on- la descendance formelle et en termes de production du film, on la voit clairement, de toute façon, dans tous les blockbusters qui sont venus après. Mais même dans les mecs plus récents qui pourraient venir, c'est rarement, Cameron C'est vrai que est rarement cité. l'héritage de Cameron, là je vais aller très très vite, il faudrait peut-être Pas de problème. plonger là-dessus, mais on va dire on est sur 3 films. Il y a son meilleur film, c'est, il me semble, Abyss à mon sens. Il y a le carton intersidéral de Titanic. Donc, et après, tu as eu la révolution, enfin, en termes là, de game changer, la révolution Avatar, peut-être, enfin, où la 3D est vraiment. Qui, pour le coup, Avatar c'est même pas a magnifique. une descendance, je trouve, plus visible que, Avatar a une descendance. que Terminator. Mm. Pas forcément en termes de 3D, tout ça, mais Ouais. à la fois que ce soit dans des parcs d'attractions qui se font encore, ou bien sûr de choses. C'est peut-être des choses qui sont assez à côté du cinéma, mais n'empêche, il y a une influence graphique et visuelle indéniable. Mais c'est vrai quand on reparle de James Cameron, finalement, peut-être les Terminators, peut-être qu'on les évacue. Bon, Toute proportion gardée. Toute hein. proportion gardée, bien entendu, hein. Mais parce qu'on pourrait aussi parler de son Aliens. Je veux dire, on n'a pas dit un mot aussi sur True Lies, tu vois, qui est le film totalement Ouais, oublié. qui est un film sympathique, mais totalement Ouais. inutile, quoi. Mais c'est inutile, oui. Mais c'est cool. Et c'est Ouais, ça, c'est par, plutôt sympa. par exemple, c'était Ouais. ça, quand je parlais des Wachowski, c'est le croisement Terminator 2 et Aliens. Notamment pour Matrix, mais Alien, c'est évident. pour et, Matrix Revolutions. l'influence Ah d'Alien, oui, de toute oui, façon, bien est sûr, ouais. indéniable pour le coup C'est sur le évident. cinéma américain des 30 dernières années. Ouais. Mais c'est vrai que le Terminator, la descendance est toute relative, on va dire ça comme ça. Je mets à mort des guillemets parce que bon, faut peut-être pas déconner non plus. Le hein, premier ça reste- Terminator, je pense, a eu plus d'influence Ouais. que le deuxième pour le coup. Je dirais ça aussi. Sur le ouais. cinéma d'action ricain des années qui ont suivi, et même à l'international, quand les Italiens se sont mis à faire des rip-off ou ce genre de choses, ou même d'autres pays du monde qui sont mis tout d'un coup à découvrir que les robots pouvaient tuer des gens, tout ça. Enfin, ça revenait à une genre de SF beaucoup plus hard que la hard science des années 50-60, des films de Wise ou des trucs comme ça. C'était comme une figure du robot assez différente, parce que pour le coup, effectivement, elle était beaucoup plus humaine. Après, c'est pareil, je disais ça dans l'émission pour le cinéma est mort, mais c'est que je l'ai pas lu, et parce qu'on n'a pas parlé vraiment de Schwarzenegger, par exemple, mais il y a Non. il faudrait lire peut-être le Non. livre de Jérôme Momsilovic, qui est paru chez Capricci il y a pas si longtemps, et dernière, Prodige d'Arnold Schwarzenegger, où je pense qu'il parle très très bien aussi justement de Arnold Schwarzenegger et des Terminators, etc. Alors, Enfin, il y avait bref, déjà un voilà. bouquin En tout cas, assez chouette de peut-être vous pouvez, de Eric Faber qui a été paru en 2004 sur Schwarzenegger, justement après Terminator 3, donc avant qu'il devienne gouverneur de Californie, qui revenait sur ces questions-là. Mais sur comment on appelle ça, sur sur Terminator 2, après
il y a forcément quand même une influence. Je disais, ça peut aller jusqu'à Refn, etc. Mais c'est des influences qui sont extrêmement. C'est nous qui les voyons. Ouais, aussi. parce que chez Refn, je suis pas sûr. Pour le coup, c'est pas du tout un cinéaste qui prend en référence, parce que pour lui, ça serait beaucoup trop C'est plus nous qui- démon hollywoodien. on peut faire migrer les choses comme ça, quoi. Tu vois, vraiment. Non, mais c'est d'une séquence à une autre, la quoi. fameuse séquence dans la rivière californienne qui s'appelle je ne sais plus comment. Oui, c'est ça en fait. Bah oui. Là où il y a les égouts, quoi. Ah oui, les égouts. Là, mais ça, cette rivière a un nom. C'est la moitié des films. Ça, pour le coup, je pense que pour Refn, ça serait plus Friedkin avec Invasion Los Angeles, les canaux de Los Police Angeles, police fédérale, complètement. plus que Cameron. Mais ça en passe par là. Tu vois, c'est tellement. Refn, il a vu sa gamin, Terminator 2. Ah bah oui. C'est plutôt vraiment la génération qui aurait pu voir ça. Même un Del Toro. Ah, mais Del Toro, de toute façon, ils sont potes avec Cameron et on sait qu'il aime tous ses films. C'est lui qui doit produire Les Montagnes Hallucinées de Del Toro, qui le projet est relancé d'ailleurs. Mais oui, non, ça pour le coup, quand un clairement. Del Toro fait Blade 2, il y a quand même Big Jim derrière. Bah là, c'est pas, oui, d'influence. il est nourri de plein d'influences diverses et variées, mais de Cameron. Ce qui serait par contre intéressant, c'est de voir l'influence de Cameron après sur le cinéma d'animation, par exemple, japonais. Voir est-ce qu'il y a eu un retour en fait autour de bateau. Ah non, par contre, terme d'influence, le cinéaste le plus influencé, je pense, par Cameron, le mec qui a essayé de faire des rip-off de tous ses films, c'est Michael Bay. Mais clairement, quand il fait The Rock, j'ai vu ce week-end, c'est son rip-off de True Lies. Quand il fait ses Transformers, tu vois qu'il veut faire ses films de robots qui pètent la gueule à des gens. Ouais. Quand il fait son Pearl Harbor, il veut faire son grand film historique à la Titanic. Mais il dit, de toute façon, sa plus grande influence de cinéma, au-delà des putes de Victoria's Secret ou des trucs comme ça, de la vulgarité MTV ou bien de Tony Scott, c'est James Cameron. C'est un cinéaste qu'il a toujours essayé d'émuler, et quand il s'est mis à la 3D après Avatar avec Transformers 3, le mec qu'il allait voir, c'est Cameron qui lui a montré comment est-ce qu'on bosse en 3D, comment est-ce qu'on filme. Et pour le coup, c'est clair que peut-être que maintenant, si Michael Bay fait des films, on va dire, plus timorés, c'est à cause de James Cameron. Sauf que Michael Bay serait plutôt le John Connor resté à l'âge de Terminator 2. Ouais, c'est ça, il serait toujours resté un genre de rebelle un peu con, quoi. Edward Furlong, mais... C'est ça, qui était mortel dans le film, quoi. Je trouve que c'est le mec qui joue le mieux, mais de très loin. Et ça joue aussi, c'est-à-dire que je suis pas sûr d'avoir déjà vu Terminator 2 en VO. Ah si. Ah ouais. Je suis pas sûr en fait. C'est pour ça que c'est toujours curieux de... Tu l'as toujours vu en VF? Ah bah quasiment, bah ouais. Erwan regarde ses films que en VF, strictement en VF. Bah non, mais même, quand on les voyait... y compris les films, Bergman. Attends, dis-toi que moi, je me suis dit, j'ai regardé le Terminator 1 en anglais, et je me suis dit, non, attends, quand même, Terminator, ça se regarde en VF. Ah non, ça se regarde en VO. Bah, je sais pas. Non, faut arrêter avec cette nostalgie de merde de la VF des années 80. Pourtant, je regarde jamais VHS, mes tout ça. films en VF, mais alors celui-là, je me suis dit, pourquoi pas? Ah, Et c'est passé très bien. Ça n'a rien à voir, mais j'ai aussi une nostalgie de la VF de Pulp Fiction, qui est géniale. Voilà. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est strictement rien à voir. Oh, tu parles de VF. Si vous voulez, mon cher. Est-ce qu'on sait par contre si on va avoir un... Il y a déjà un Blu-ray de Terminator 2, c'est ça? Oui, ça par contre, il y en a eu plein. Il y a eu, pour le coup, Cameron a exploré tout son catalogue de films, à part Abyss, effectivement, qui est sorti dans un Blu-ray avec une blindée de bonus super et une copie totalement à chier du film, quoi. Mais sinon, tous les autres sont toujours sortis dans des belles éditions qui sont éditées par son Yespan DVD Van Ling, où Terminator 2, c'est avec Titanic, son film où il y a le plus de bonus, quoi. Sur le DVD qui était sorti en 2004, t'en avais pour plus de 4 heures de documentaires divers et variés à chier de featurettes, le storyboard complet, le director's cut qui est atroce. J'avais oublié ça, on n'en a pas parlé pendant l'émission de la semaine dernière, mais jeudi dernier, il avait déjà fait une attraction Cameron avec Across the Time. En fait, il a fait juste après Terminator 2, c'était Terminator 2 3D, Travel Across Time, un truc comme ça, qui était fait pour les studios Universal, qui était un court-métrage de 13 minutes, en fait, tourné juste pour les studios Universal, où à la fois il y avait le film en 3D, donc avec Edward Furlong jeune et Schwarzy, donc qui se déroulait uniquement dans le futur, et il y avait aussi des animations sur scène, on va dire dans 20, où des mecs passaient en moto dans la salle, ils se tiraient des coups de feu, tout ça. De toute façon, oui, pour le coup, c'est un truc qui a toujours intéressé c'est attractionnel. Alors là, pareil, pas vraiment en termes d'influence, mais je dirais de dialogue comme ça en parallèle, c'est très intéressant aussi de voir. Je crois qu'il y avait déjà eu un article en positif il y a très longtemps là-dessus, mais Cameron McTiernan, notamment si on fait Terminator 2 et Last Action Hero. Enfin, quand même, quoi. On a Schwarzenegger dans un rôle, etc., avec un adolescent, quoi. C'est en réflexif, en plus. Ah bah, pas ouais. déjà ce côté postmoderne. Ouais.
Bon, messieurs, on va s'arrêter là, messieurs, mesdames. On va s'arrêter là. Donc, c'était donc les Terminators de James Cameron, des films qui sont pas mal. Si vous les avez pas vus, bah voyez-les. Hein, on sait jamais. Peut-être que ça peut vous plaire. Les coups de cœur, Air Force One. Oh bah, on parle de Game Changer. Il y a quand même quelque chose qui est tombé dessus cette année, qui Curb Your Enthusiasm revient le 1er octobre. Il y a ça aussi, mais quelque chose qui, à mon avis, va faire, on va dire, voilà, une matrice pour 10 ans ou 20 ans. Mais il y a eu la saison 3 de Twin Peaks et on s'en remet difficilement. Ça va être dur de voir d'autres séries après ça. Oh, t'as l'air de bien aller. Hein, très très mal. Je ne vois plus d'autres séries, c'est difficile. En même temps, pourquoi regarder les séries, il y aura de grandir un peu. Ouais. Thibaut. Moi, ça va être à l'origine de Xavier Giannoli, donc adapté d'un fait divers absolument. Avec François Cluzet, hein. Ouais. Incroyable. Oui, avec François Cluzet, oui. Et Soko. Oh putain. Pourquoi, Thibaut? Pourquoi? Parce que là, a priori, c'est comme tout ce que tu détestes. Hein. Ouais. Mais en fait, Giannoli, son film précédent, donc j'avais déjà beaucoup aimé Les Corps Impatients. Son premier, et j'avais surtout adoré Quand j'étais chanteur avec Gégé Depardieu. Et en fait, il me semble que Quand j'étais chanteur et À l'origine peuvent fonctionner en fait comme un diptyque sur un petit peu la France des oubliés des années 2000. Donc j'ai rarement vu en fait un réalisateur français avoir autant d'ambition formelle en termes de chorégraphie, en termes de montage, en termes de texture d'image. Ça reste assez passionnant. Et j'ai envie de dire que c'est deux films. Donc en fait, À l'origine d'abord, qui est pas parfait non plus. Il est un petit peu long. Mais si on met ça avec les deux, ce sont deux films que Emmanuel Macron et Castaner et tous ces enculés devraient voir. Je me disais bien, on a traité encore personne d'enculé dans l'émission. Voilà, c'est fait. Voilà. Carla. Moi, du coup, c'est Barbara d'Amalric que j'ai vu. C'est le seul film que j'ai vu cette semaine au cinéma. Et ça fait plaisir de voir un film qui invente ou réinvente des formes sonores, visuelles, montage. Trop bien. Génial. Mon petit Gal. J'étais contente en sortant du film. Non, Gal n'a rien, Gal ne sait plus, Gal a oublié. Il n'y a pas de cœur. Alors donc moi c'est fini vos trucs de bébé de cinéma et de série, donc ce sera un livre, un peu de culture. Donc c'est La Nuit des Auverpins, monumental, une fois de plus, roman de Pierre Signac, règlement de compte entre des marlous auvergnats dans la nuit parisienne. C'est absolument formidable comme tous les livres de Pierre Signac. Voilà, on vous laisse là. La semaine prochaine, on parlera de Tom, on parlera de Jean-Luc, notamment, donc deux de nos idoles ici. On se retrouve la semaine prochaine, prochaine émission, prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et soyez sages. Bonne soirée. Salut.